En quoi est-ce que exercer une grande parentalité active permet-il de bien vieillir? C'est la question à laquelle nous allons échanger avec Régine Florin, qui est la présidente de l'École des grands-parents européens. Bonjour. Bonjour. L'École des grands-parents européens, c'est quoi en fait? Il faut encore une école pour apprendre à être grand-parent? C'est surtout que ça a été fondé il y a 30 ans par la présidente de l'EPE, qui est l'École des parents éducateurs. Et l'EPE avait été sollicité pour une conférence sur la grand-parentalité. Et ils se sont rendus compte qu'elle était la seule à être grand-mère. Donc elle a pris la parole, puis après elle s'est rendue compte que il y avait rien pour les grands-parents. C'est presque 16 millions de seniors en France qui sont grands-parents. 85% des seniors sont grands-parents. C'est énorme. Et donc, elle a créé en 94 l'école, elle a mis GP des grands-parents, et comme elle est tout à fait européenne convaincue, comme je le suis, européenne, et elle a pris contact justement avec des Européens. Eh bien, je vous assure que je me suis toujours dit, oh, quand même, l'école, le E, ça pourrait être remplacé par un A, association de grands-parents, quelque chose comme ça. Et il n'y a pas du tout. Parce que quand vous êtes parent, eh ben, nous, à l'époque, on n'était pas parents avec des chats et puis avec des forums. On devenait parents en ayant écouté Françoise Dolto et en lisant Marcel Ruffo. Voilà, c'était nos livres. Et donc, on prenait des conseils comme ça. Et puis, on y allait un petit peu, c'était nos enfants, on y allait de manière un peu spontanée. Lui, mon mari avait telle influence, moi, j'avais la telle, et puis c'est tout. On se dépatouillait, quoi. Bien. Et puis, quand on faisait des gardes, c'était nos enfants. Bon, et puis on assumait. Et puis voilà, puis on était responsable de l'éducation, puis on avançait. Puis il y avait le quotidien, puis il y avait le boulot, puis il y avait la vie, il y avait tout ça. Quand vous devenez grands-parents, ce sont les enfants de vos enfants. Donc, c'est inouï la quantité de gaffes que vous pouvez faire quand on devient grand-parent. Vous savez à quoi ça sert une école des grands-parents européens? À expliquer aux grands-parents comment ne pas faire de gaffes. Avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça, avec les Mais jeunes. oui, mais avec leurs propres enfants. Nos propres parents ont toujours fait des gaffes vis-à-vis de nous. Sauf que peut-être à notre époque, il y avait une espèce de stature, disons un peu, du grand-parent. Et puis, on les considérait déjà vieux. Vous savez, moi, je retrouve des photos. Je vois ma mère avec mes propres enfants petits. Et à l'époque, je n'osais pas lui confier pour pas la fatiguer. Elle était plus jeune que l'âge que j'ai maintenant. Hein. Donc, il y avait une espèce de stature. Il fallait pas fatiguer. Les parents disaient quelque chose. Il y avait très souvent, on disait, c'est ça. Et on n'écoutait pas, puisque nous étions quand même les parents du bébé est une personne. On était les parents qui ont lu le tout. On savait le bébé est une personne. Donc, quand moi, je portais sans arrêt ma fille, j'étais la première. On devait commander aux États-Unis un porte-bébé ventral pour les avoir. Maintenant, ils ont tous des écharpes de portage, je trouve ça extraordinaire, tout ça. Mais nous, quand on faisait ça, moi, mes beaux-parents paternels, du côté de mon mari, on regardait ça en me disant, mais ça va pas le porter comme ça. Et ma propre mère m'a dit, oh, tu vas la gâter, elle va pas arrêter de pleurer. Et au fond de moi-même, j'ai dit, cause toujours, tu m'intéresses. Et j'en ai pas du tout tenu compte. Mais on n'osait pas leur dire, cause toujours, tu m'intéresses. On en faisait à notre tête et puis c'est tout. Et puis on maintenait une certaine distance. S'ils n'étaient pas d'accord avec nos méthodes d'éducation, on éteignait. Il s'avère que maintenant, effectivement, les jeunes, moi je le vis très bien, puisqu'on est quand même 8 fois grands-parents, ils savent tout avant de devenir parents. Tout est en ligne. Et ils ont n'importe quelle question, ils appuient sur ça, ils trouvent, tac, 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 ils connaissent tout. Alors il faut une école. Il faut une école pour apprendre à se taire. Alors, un exemple, allez, justement, j'allais vous poser la question, un exemple de gaffe. Oh, Donc, il y a donc des ne belles, pas il y se en a une taire, en fait, récente. ne pas se taire, Extraordinaire. un Allez, exemple de la toute gaffe. dernière, la toute dernière. Une maman qui, une grand-mère. Enfin, ils deviennent grands-parents. Parce que vous savez, actuellement, on devient grands-parents de plus en plus tard, puisque les enfants montent de plus en plus tard. Bon, enfin, leur fils, il y a un petit enfant. Alors, le couple dit, pendant 15 jours, on veut voir personne, on veut être tranquille, on veut former famille. Le père a 45 ans, la maman a attendu 42 ans avant un premier enfant, ils ont envie d'être peinards. Très bien. Moi, je trouve ça génial. On en a tous rêvé et nos propres enfants l'ont fait et c'est très bien. Eh bien, écoutez, ces grands-parents-là se disent, oh, quand même, depuis le temps qu'on attend de devenir grands-parents, oh, ils vont quand même pas nous empêcher de voir notre petit-fils, paf, ils vont à la maternité. Ils ouvrent la porte, ils forcent la porte. Faut quand même pas trop s'étonner qu'après ça, le fils et la belle-fille se fassent un peu la gueule. Première gaffe. Ensuite, elle me dit, et puis j'en rajoute, elle me dit,
Je lui ai offert un livre. Je lui ai dit, c'est pas vrai, vous lui avez offert un livre. Un livre sur quoi? De Ben, vous Dolto, savez, non? moi, hein, quand j'ai élevé mon fils, c'était le film de Laurent, c'était le bouquin de Laurence Pernou. Vous savez, nous, D'accord. on avait des J'attends un enfant ou D'accord. J'élève mon enfant, je sais pas quoi. Elle me dit, ma belle-fille, elle a jeté le livre. Hein. Je lui dis, mais ça va. Alors, on était écroulés de rire. Elle me dit, je crois que j'ai fait tellement de gaffe. Par pitié, aidez-moi avant qu'on m'interdise de voir mon petit-fils. Mais j'en éclatais de rire au téléphone, je peux vous dire, hein, avec cette grand-mère. Et je lui dis, mais est-ce que vous vous rendez compte des gaffes que vous faites? Elle me dit, oui, quand même. Elle me dit, c'est pour ça que j'appelle une école. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Je lui dis, madame, la mère a toujours raison. Laissez votre fils et votre belle-fille élever ce bébé comme ils l'entendent. Taisez-vous, dites merci, admirez et venez quand on vous demandera de venir. Est-ce qu'il y a là, génial, est-ce que votre génération, on va dire des baby boomers, d'accord, qui quand même, en fait, avec la notion de liberté quand vous étiez plus jeune, etc., donc vos parents, j'imagine, un peu plus sévères, j'imagine vous un peu plus dans la liberté, Oui. qu'est-ce que ça donne avec les petits-enfants? Est-ce que ça donne avec les petits-enfants, votre génération dit, bah non, il faut que les petits-enfants soient élevés un peu plus sévèrement, un peu plus à la cool, enfin, ça donne quoi en fait, Ça, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Ça donne d'abord des grands-parents très créatifs. On n'entend presque plus des papis-mamies. Moi, je suis une mamée, par exemple. De l'autre côté, on entend mamig. Chacun, l'autre c'est teta, l'autre c'est nonna, l'autre c'est. Enfin, ils inventent déjà leur nom, comment ils vont se faire appeler grands-parents. Comment dire. Ensuite, ils observent, ils regardent comment ça se passe et ils comprennent assez vite qu'il ne faut pas la ramener. Ils se taisent. Ils comprennent assez vite. Et puis, ils sont, quand ensuite les enfants demandent de l'aide, je ne peux pas venir la garder, tout ça, ils sont inventifs avec leurs petits-enfants. C'est-à-dire qu'il se passe également que, merci au progrès de la médecine, actuellement, à 65 ans, on a l'impression d'en avoir 45 ou 50. Donc, je remercie vraiment parce que nous, on a pas mal de grands-parents avec des stents, hein, et on tient debout et on cavale. Hein. Donc, ils sont toujours créatifs. Ils les emmènent au cinéma, ils vont au théâtre, ils font des jeux, ils lisent des bouquins, ils font ceci. Ils inventent des tas de choses. Ils sont très inventifs, très créatifs et très libres avec leurs petits-enfants. Et ça provoque quelque chose que notre propre fille, qui a 47 ans, me faisait remarquer, puisque moi, notre premier petit-fils est né, il vient d'avoir 20 ans hier. Et la toute dernière qui est née à 9 mois, qu'on a un joli panel. Et notre fille, donc aînée, nous faisait remarquer quand même, c'est fou ce que vous êtes proche de vos petits-enfants. c'est là où je voulais en venir en fait. Très très proche par la culture, par le fait que vous soyez connectés sur Internet, par le fait que vous sachiez utiliser tout ce qu'il faut en ligne, toutes les communications, les WhatsApp, les FaceTime. Personnellement, pendant le confinement, notre fille, qui avait quand même besoin d'avoir au moins quelques heures l'après-midi sans avoir ses enfants dans les pattes pour pouvoir travailler, me les confier. Donc, j'ai gardé mes petits-enfants par FaceTime. Nous avons été très, très nombreux à le faire. On a inventé plein de jeux. Moi, j'ai eu beaucoup de grands-parents qui ont même fait les devoirs scolaires, l'école à la maison, par FaceTime, par WhatsApp, par Zoom, partout. On s'est tous mis à Zoom d'ailleurs à ce moment-là pour justement accompagner nos petits-enfants. Donc, le fait qu'on soit connecté, qu'on ait grandi avec tout le numérique qu'on maîtrise, on a eu des phrases écroulantes de certains journalistes au moment du confinement. J'ai eu des phrases: vous avez profité du confinement pour apprendre à utiliser un ordinateur? Oui, je suis pas encore en EHPAD, j'ai pas 95 ans, j'en ai 67. Je sors du boulot, moi, madame. Alors j'ai dit oui, moi j'ai gardé mes petits-enfants par FaceTime. Ah, vous savez ce que c'est FaceTime? Je me dis, on fait quoi là? On la passe par la fenêtre ou on fait quoi? C'est ahurissant. À partir du moment où on quitte le boulot, on vous met, pof, dépendant d'un truc pour vieux. Hein. Ça va Moi, vite là. il y a une blague que j'aime bien faire, c'est qu'en fait, quand on est salarié senior, à 18h moins 1, en fait,
on est salarié senior, on n'apprend plus rien, etc. Par contre, à 18h01, dès qu'on est en dehors du boulot, on est consommateur, consommateur à fond, Internet connecté à fond. C'est la même personne, mais ça dépend du moment, en fait. Absolument. Vous savez ce que j'ai utilisé pour faire comprendre aux journalistes qu'il y a une grande parentalité active, parce que quand on devient grand-parent à 55 ans, on peut l'être pendant. Moi, je suis très étonnée. Hein, ça fait 20 ans que je suis grand-mère donc de l'aîné, de nos petits-enfants. On va aussi ensemble, on partage des bouquins, enfin des tas de choses. Enfin bon, voilà. J'ai été très aidée par la reine d'Angleterre et le roi, le nouveau roi, parce que c'était le moment où la reine d'Angleterre n'allait pas très bien, un moment. Et j'ai dit à plusieurs journalistes, quel âge a le jeune nouveau roi d'Angleterre? Et tout le monde me dit, mais c'est pas un jeune nouveau roi. Ben, je lui dis oui, ben alors, donc vous avez quand même compris qu'il y a un âge entre sa mère qui s'en occupe encore, et il y a un âge entre les deux où il y a une grande parentalité active. Et ben, ces espèces de 55, on dit que la dépendance s'installe progressivement vers 87 ans. Et qu'est-ce qui se passe entre 62 et 87? On n'existe pas. Et quand je le redis souvent, 85% des seniors sont grands-parents. À partir du moment où vous investissez la grand-parentalité, je vous assure que vos neurones n'ont pas le temps de s'endormir. Hein. Alors, justement, grande parité active, ça veut dire quoi, une grande parité? Le terme actif, il veut dire quoi Ouais. dans ce sens-là? Le terme actif, ça veut dire que quand on vous confie vos petits-enfants, vous ne dites pas, oh non, alors là, je peux pas parce que tu comprends, je compte aller faire une petite croisière et puis là, j'ai un cours de gymnastique et puis je vais voir l'esthéticienne, gna, 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 gna. Vos enfants ont besoin de vous, vous dites, je suis là. Donc, vous investissez Pourtant, votre génération, elle est quand même entre guillemets accusée justement à faux, à d'aller tort, d'aller au cours de yoga, non? à tort. À tort. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les grands-parents ne sont plus sur la garde régulière tous les jours, systématiquement, à 3h30, puisque maintenant c'est 3h30, à la sortie de l'école. D'accord. Ils sont sur les gardes des mercredis. Attendez, moi, je vais vous sortir des statistiques, c'est absolument effrayant, je les ai ici. Euh, pour mes grands-parents, actuellement, on représente 23 millions d'heures de garde hebdomadaires pour garder nos petits-enfants. Ça fait 650 000 emplois à temps plein d'aide maternelle. On en charge 200 000 en France en ce moment. Hein. On représente 650 000 emplois à temps plein. On 22 jours de vacances par an et par petit enfant. C'est une Ah, moyenne. ce qui est beaucoup par rapport au nombre de jours qu'ils ont. Quand je vous dis que quand je travaillais à temps complet, j'y ai consacré toutes mes RTT et mes vacances, je me souviens très bien, je revenais au travail, j'étais là. Ouh. Et mes collègues de me dire, tu viens te reposer? Ah oui, je viens te reposer au boulot. Parce que bon sang, ça déménage. Voilà. Eh ben, quand on est grand-parent à 55 ans, on n'a plus les muscles quand on avait à 25 ans. Hein. C'est pas la même chose. Donc, les heures de garde, 22 jours de vacances par an et par petits-enfants, et c'est une moyenne, il y en a qui assurent beaucoup plus, je peux vous assurer. 585, 585 euros de dons par petit-enfant et par an qu'on donne. Sans oublier tout ce qu'on fait de manière non pécuniaire. C'est-à-dire que vraiment, on prête là-bas, on prête la voiture, on prête ceci, on arrache ceci, on garde cela. Tous les grands-parents sont dans les solidarités. C'est la spécificité des grands-parents. Donc, cette histoire de nous envoyer, les seniors se plaignent pendant le Covid parce qu'ils ne peuvent plus faire de croisière, nous a absolument mis hors de nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un manifeste et qu'on a beaucoup râlé auprès de Castex et on l'a obtenu d'être autorisé à se déplacer. Vous savez, il y a un moment, il y avait des 50 kilomètres de Ouais. distance qu'on n'avait pas le droit de dépasser. Nous avons été autorisés sur la liste, on s'auto-signait pour sortir, d'aller au-delà des 50 kilomètres pour aller garder nos petits-enfants parce que nos enfants n'en pouvaient plus. Je vais vous dire ce que c'est qu'une grand-parentalité active. J'étais à l'EGPE le jour où le président de la République a décrété un confinement 8 jours avant les vacances parisiennes, le deuxième confinement. C'était en février. On était en train de bosser, c'est décrété. Tous les téléphones des grands-mères ont sonné. Tous, le mien en premier. Ah oui, oui. En disant, bon, on recommence pas une deuxième fois. Ah non, tu nous prends les enfants, maman. Maman, maman, je te le mets dans le premier train. J'avais que ça. En l'espace d'une demi-heure, j'avais plus personne.
Les agendas sont Les bouclés. assemblées, moi, j'ai tous les grands-parents qui sont arrivés, les grands-mères, parce que c'est beaucoup les grands-mères qui font tenir la société, qui s'investissent beaucoup. On régime, écoute, on ferme. Ça, on peut pas tenir. Ça, je tiens pas. Les rendez-vous, dis donc, les réunions qu'on avait prévues, dis donc, le groupe de parole, dis donc, le groupe ceci, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Tout le monde s'est trouvé avec des petits-enfants à garder. Eh bien, c'était le matin. Ma fille m'a d'ailleurs même scanné l'autorisation où enfin on apparaissait avec le droit de se déplacer pour aller garder les petits-enfants que Castex avait signé. Et elle m'a dit, vous êtes autorisé à vous déplacer. Et 1 heure après, j'ai fermé le GPE, mais vraiment fermé. Je me vois en train d'enregistrer le message de fermeture sur le répondeur. Et pourtant, votre C'est ça une génération, grand-parentalité active. pourtant, votre génération des baby boomers est quand même souvent accusée d'être égocentrée, un peu individualiste, Et ben, et totalement faussement. totalement faussement. Totalement faussement. C'est fou, hein? Alors, ceci étant, on ne nie pas, il faudrait que je vous retrouve exactement, parce que c'est assez fort de, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Ah oui, on ne nie pas, vous avez quand même 15% de la population française qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de descendants. C'est quand même très fort. Et on ne nie pas, il y a quand même 20% d'hommes et 7% de femmes qui vont rester sans descendance. Et actuellement, il a été calculé qu'il y a à peu près 24% au niveau européen de femmes de personnes d'une génération. Actuellement, ceux qui devraient devenir grands-parents, c'est ceux qui sont nés dans les années, c'est ceux qui étaient, sont nés en 68, 70. C'est à eux de devenir grands-parents maintenant. Eh bien, là-dedans, il y a 24% de cette génération-là ne seront jamais grands-parents parce qu'ils ne sont pas devenus parents. C'est énorme. Est-ce que je peux vous provoquer, les grands-parents, votre génération, est-ce qu'elles ne cherchent pas à jouer ce rôle de grands-parents actifs avec une arrière-pensée de bah, plus tard, en échange, ils s'occuperont de moi? Est-ce qu'il y a cette idée-là ou pas du tout? Ah, ah, ah. Alors, je vais vous dire, Parce qu'objectivement, je l'ai vu apparaître dans un des réunions de consommateurs que j'ai fait en Grande-Bretagne il y a 10 jours. Et effectivement, on sentait certains, notamment les femmes, qui se disaient, oula, mais mon mari va décéder, mes enfants sont loin, il faut absolument que je trouve des gens, un réseau social, en fait. ouais, ouais. Alors, c'est intéressant ce que vous me dites parce que Véronica Kustanina, qui est sociologue à l'Université de Besançon, a fait un doctorat sur le titre La grand-parentalité à l'épreuve du Caire. Elle est elle-même russe, franco-russe, hein, et elle a pris l'image surtout en Russie où les babouchkas vivent très très proches de la famille. Il n'y a pas tellement le système d'EHPAD. Et elle prouve parfaitement que si on investit la grand-parentalité à la période d'or des grands-parents, c'est-à-dire quand ils sont tout petits, quand ils sont tout petits, il y a des images qui circulent sur le net et tout ça, où vous voyez, moi j'ai des propres images où on voit mes petits-enfants, quand ils retrouvent leurs grands-parents, mamie, 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 ils lancent les bras, on est encore des héros. Faut en profiter quand ils sont petits, hein. Ça passe quand ils rentrent en collège, hein. On n'est plus tellement les héros, hein. Bon. Donc, je dis toujours aux grands-parents, investissez la grand-parentalité à l'âge d'or. Et eh bien, elle prouve que quand cette grand-parentalité est investie à l'âge d'or, effectivement, il y a du retour sur investissement. Eh bien, moi, c'est pas pour ça qu'on le fait, hein, je vais vous dire. On le fait parce que c'est extraordinaire d'être grands-parents. Vous êtes complètement remis en question, mais c'est vrai qu'il y a du retour sur investissement. Je suis allée, j'ai accompagné ma sœur qui était atteinte d'Alzheimer en EHPAD. Et un jour, il y avait 2 jeunes qui étaient en train de jouer de la guitare. Et j'ai regardé les 2 jeunes à l'hôpital Bretonneau. Et je me suis approchée d'eux, je leur ai dit, vous êtes des petits-fils, vous. Et la grand-mère était aux anges. Elle serrait les mains des petits après. Et enfin, des petits, ils avaient 22, 25 ans, hein. Ils me disent oui. Là, j'ai dit, c'est chouette de pas laisser tomber votre grand-mère. Et ils m'ont dit, avec la quantité de coquillettes de jambon qu'elle nous a cuisinées, on va quand même pas la laisser tomber, notre grand-mère. D'accord, C'est c'est ça. extra. Ah oui, Eh bien, c'est ça. Et moi, je sais très, très, très bien. J'ai une très, très belle phrase à vous dire. Très belle phrase. J'étais avec celui qui a maintenant 7 ans, qui s'appelle Sébastien. Sébastien était passionné par les livres. Quand je le gardais, je mettais à peu près 25 livres sur une petite table et on s'installait l'un contre l'autre et on lisait, et on lisait, on lisait parce qu'il adorait les livres. Et il faut donner le plus possible de vocabulaire aux enfants. Donc je disais, j'ai eu. Puis un jour, je me dis, mais dis donc, Sébastien, l'année prochaine, tu vas être en CP, et tu vas apprendre à lire. Ben, tu n'auras plus besoin de ta mamie pour te lire des livres. Alors il réfléchit bien. Attendez, il n'avait pas encore 6 ans, hein. Il réfléchit bien et puis il me dit, tu sais, mamie, quand tu seras devenue très, 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 très vieille et que tu auras perdu la mémoire des mots, c'est moi qui viendrai te lire des livres.
Pas mal. Bon. Voilà. Et ça vient de la bouche d'un petit enfant de 5 ans. Et il me le redit régulièrement, hein. Il s'en rappelle très bien de cette phrase. Et maintenant, il vient, je continue d'en prendre plein de bouquins, il les lit tout seul, et puis, du fond de la pièce, j'entends Mamie, ça veut dire quoi un leg? Ah oui. Mamie, ça veut dire quoi un gras? Mamie, ça veut dire quoi? C'est chouette, ça y est, il est en train d'acquérir tout ça, c'est génial. Mais il n'a jamais oublié qu'un jour, ce sera lui qui. Alors, je pense qu'effectivement, on ne le fait pas pour ça. On le fait tout simplement pour le bonheur de vivre. On est certainement une génération qui a compris que on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Hmm. Et on s'en fout. Et on a une génération qui vit certainement à 100%, 150%. Ça, j'en suis persuadée. Et je le constate. Encore hier, on avait une assemblée générale, malgré les soucis, malgré les décès, malgré les cancers, malgré les emmerdes, parce qu'on les a, hein, on les traverse. Euh, c'est la vie, malgré tout, avant tout. Et nos petits-enfants, c'est la vie et c'est l'avenir, malgré tout, avant tout. Est-ce que dans les grands-parents que vous rencontrez, est-ce qu'il y a quand même des points qui heurtent des petits-enfants, enfin des points qui ne sont pas appréciés chez les Bien jeunes sûr, gens, chez les générations actuelles? Est-ce qu'il y a des points bien vraiment sûr. qui vous titillent en fait? Bien sûr. Alors, on a ces points de oh, dis donc, le cododo. Non, mais t'as vu ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mettre un petit berceau à côté du lit? Mais ils vont l'étouffer, là, le gamin. Mais il ne peut pas avoir dans sa chambre, dans son berceau, comme nous on faisait? Bon, ah, moi, je rigole parce que je dis, ah ben moi, au contraire, moi, je l'ai offert à ma fille, le cododo. C'est moi qui l'ai acheté. Je trouve ça génial. Parce que moi, ça évite de se lever, hop, on l'attrape. Et puis, ensuite, il y a l'alimentation. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je n'ai pas les noms. L'alimentation diversifiée. C'est-à-dire qu'il y a un système qui fait que, dans le temps, on donnait des petits pots aux enfants. Et c'est nous qui les nourrissions à la cuillère. Maintenant, dès que l'enfant est capable d'attraper des petits morceaux, on lui met des petits morceaux sur sa tablette, sur sa chaise haute. Il prend ce qu'il veut, il enfourne. S'il y en a trop, ça ressort. Il y en a la moitié par terre, les deux quarts. De temps en temps, il y a un tiers qui rentre quand même, qui l'avale. Alors après, ben, on ramasse tout, on nettoie. Oui. Eh bien, écoutez, ça donne des enfants absolument extraordinaires qui mangent de tout, je peux le prouver. Je peux le dire, je l'ai vu. Et on a des petits-enfants qui, à 2 ans, vous mangent de la soupe au pistou. Bien, extraordinaire. Du coup, du truc et tout ça. Ça, c'est l'alimentation. Je ne sais plus le nom. N'importe quel jeune vous dira ce que c'est, ils le disent. Ensuite, il y a toute cette fameuse éducation où on trouve, nous trouvons, et on ne dit rien, hein, nous trouvons qu'ils se font bouffer par leurs gamins. Nous, on ne s'est pas laissé bouffer comme ça. On prenait très vite des babysitters et on se faisait notre vie entre deux. Mais, tu sais, tout à l'heure, je vous ai posé la question, vous avez été éduqué par des parents plutôt sévères dans la génération âgée, Ouais. justement, là, je voulais en venir. Effectivement. Donc en fait, Oui, vous nous, on a eu peut-être, nous avons certainement beaucoup plus séparé la vie des parents de la vie des enfants. Moi, plusieurs fois, j'ai répété à 20 heures, maintenant, c'est la vie des parents qui commence. On avait certainement plus cette idée qu'on est d'abord la femme de son mari et ensuite la mère des enfants. Maintenant, quand on va dans des restos le soir et qu'on voit des jeunes parents avec des bébés ou des petits-enfants, des jeunes enfants qui n'en peuvent plus, qui sont épuisés, dans des poussettes, qui braillent, qui battent le bras, tout ça, on dit mais qu'est-ce qu'ils font là ce soir avec un gamin, quoi? Les gamins, ça a leur vie, à 20 heures, ils sont dans un lit, puis c'est terminé, quoi. On avait quand même notre séparation, clac-clac, on avait notre vie. Alors après, on entend des jeunes parents qui n'en peuvent plus au bout d'un an d'un premier enfant, mais parce qu'ils se sont laissés, moi c'est ce que j'appelle bouffer par les gamins. Il a 1 an, il nous réveille encore 4 ou 5 fois par nuit. Ça existe des enfants avec des difficultés, mais ça existe également des parents qui, dès qu'ils font un se précipitent. On peut également essayer d'expliquer à son enfant, très attention, lui, c'est le moment de dormir, moi je suis crevé, ouais, ouais, ouais. Moi je me rappelle, quand on est grands-parents, on le vit, ça, hein, on les a. Alors, une nuit, mamie, mamie, j'ai soif. Bon, alors je me lève, je donne de l'eau. Puis j'entends qu'il me dit, ah ben j'ai pas terminé mes Legos, je vais les terminer. Bon, il devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Ah, je me dis, alors on est bien, c'est à 3 heures du mat, le plan en train de faire du Lego, on est bien. Alors je lui dis, écoute, tu sais où est ta chambre? Tu es capable de te recoucher tout seul? Puisqu'on fait un lit très bas quand il vient. Oui. Bon, ben moi je vais me coucher, nous on est fatigués, on dort. Je rentre, j'ai refermé la porte, je l'ai laissé. J'ai entendu clac, 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 un petit peu de Lego, et je suis parti, et il est parti se coucher tout seul. Il est clair qu'on avait certainement plus ce côté de, il y a la vie des enfants, il y a la vie des grandes personnes.
Je trouve qu'actuellement, les jeunes parents euh, sont assez mais d'un autre côté, c'est assez extraordinaire, hein. Ils sont assez extraordinairement dévoués à leurs enfants. Alors, il y a eu ces histoires d'éducation positive, là, je sais pas quoi, d'autorité positive, ou éducation positive, il faut toujours positiver, enfin, ceci, pour ça. Bon, je sais pas tellement posé ce genre de questions, hein. Nous, quand on disait non, c'était non, puis zut, c'était non. Puis il râlait, bah, il râlait, bah, il râlait, puis c'est tout, hein. Bon. Euh, mais encore une fois, tous les grands-parents que je rencontre sont très admiratifs de la manière dont leurs enfants se consacrent corps et âme et s'occupent de leurs propres petits-enfants. Et ça donne certainement ce que nous obtenons en épuisement parental actuellement. Les parents actuels sont épuisés parce que je pense qu'ils mettent la barre très très haut au niveau de leurs enfants. On n'a certainement pas du tout eu cette exigence pour nos enfants à nous. On a mis la barre moins haut. Nos parents l'avaient mise encore plus bas, parce qu'il y avait vraiment les gamins et puis les adultes. Alors, ça se mélangeait pas du tout, hein. Et puis, oui, oui, mais en même temps, nous sommes admiratifs. Nous sommes admiratifs et ils s'y prennent pas comme nous. Et alors, c'est leur manière d'apprendre. C'est leur façon d'apprendre. Et nous, quand on a les petits, eh ben, on s'adapte. Et très souvent, nous récupérons nos petits-enfants avec des listes. Alors, voilà ce qu'il doit manger, voilà ce qu'il doit faire à telle heure, voilà ceci, voilà cela, puis ça, c'est pas ça, et ça, c'est interdit, ça, c'est ceci, Et c'est ça, cela. votre génération qui est plus dans la liberté quand même, vous suivez ça? Vous le suivez ou je vais Ça me faire dépend à la ça famille? dépend des grands-parents. Non, mais Moi, il je y en a me qui dis, doivent dire non, bien sûr. quand il y a des, ah non, attendez, quand il y a des régimes alimentaires et quand il y a des choses qui sont là, on le suit, franchement. Après, on dit, oui, écoutez, moi, quand j'ai mes petits-enfants, en même temps que les parents, et que les petits-enfants me demandent quelque chose, je dis toujours, ta, tes parents. Que dit l'autorité suprême? Va voir tes parents. Paf, je renvoie vers les parents. C'est les parents qui éduquent, c'est pas nous. Quand les parents sont plus là, les petits-enfants, ils sont fut-fut, ils s'adaptent immédiatement à la manière dont vivent les grands-parents. Et si les grands-parents, moi, je suis quand même d'un genre à dire, oh non, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec tous les vêtements qui traînent par terre, avec tout ça. On part à la plage, mais alors, d'abord, les chambres sont rangées, le linge sale est au linge sale, les trucs et ceci, et là. Ils ont très vite pigé, hein. Ils s'adaptent tout de suite. Et puis voilà. Alors, mais on a quand même ce côté qui nous est resté. euh, on a connu, nous, on a été élevés après-guerre, hein. C'est ce qu'on appelait, comme on disait, nos parents parlaient d'avant-guerre, ils avaient connu la guerre, comme ils disaient. Et les fameuses phrases de c'est pas Versailles ici, ça vient de nos parents. Alors, vous voyez, ce côté-là nous rapproche beaucoup de nos petits-enfants. Parce que ce côté de c'est pas Versailles, on fait couler l'eau chaude pour se rincer et on arrête l'eau, on se savonne et on rallume l'eau, on rouvre l'eau pour se rincer, on fait soi-même les repas. Je n'ai jamais entendu, quand il y avait toutes ces histoires d'inflation à la télé, des gens tout simplement dire, moi, le kilo de pommes de terre en vrac a augmenté, le kilo de carottes en vrac a augmenté, les trucs en vrac a augmenté, le sel en vrac a augmenté. Nous sommes restés quand même des grands-parents, on a été élevés par des parents qui avaient connu la guerre, qui avaient eu faim, hein, qui ont eu ça, qui ont eu les tickets de rationnement, hein, qui ont connu ça. Moi, mon père a été 5 ans dans un stalag. Bon, eh bien, on a gardé ça. Eh bien, ça fait énormément plaisir à nos petits-enfants qui sont dans une espèce d'éco-anxiété, qui sont dans cette D'accord. histoire de protéger la planète. La Eh raison est bien, la sur même. cette Ah, histoire de protection de la planète, on se rejoint. Vous n'imaginez pas ce que les grands-parents et les petits-enfants qui ont 16-17 ans, quand je prends l'eau qui m'a servi à laver mes salades et que j'arrose avec, et que je vide l'eau de ça, et que je fais de ça, et que j'épluche et que je cuisine moi-même, je suis complètement de raccord avec mes petits-enfants qui ont dans les 16, 17 et 20 ans. Complètement. Ils me disent, dis donc, tu as vachement une démarche éco-citoyenne, mamie. J'ai toujours eu une démarche Oui, c'est ça, oui, éco-citoyenne. oui, c'est ça. J'ai toujours acheté en vrac. J'ai toujours été celle qui gueulait contre les sacs en plastique et contre les bouteilles en plastique. J'ai toujours eu ça. Mais on l'avait beaucoup dans notre génération. Donc, on se retrouve. Et il y a beaucoup de grands-parents qui témoignent de ça, qui disent, finalement, on se retrouve sur ce côté de protection de la nature.
Alors, quel est le lien entre une grande parentalité active et le bien vieillir? Ben, vous vieillissez pas quand vous êtes grand-parent, vous rajeunissez. Mais c'est une impression, ça, non? C'est une. Non, c'est une réalité. Et c'est très drôle parce que vous récupérez un tout premier. Quand vous le rendez au bout de 2 jours, vous l'avez gardé, vous dites à votre fille, oh là là, j'ai retrouvé des muscles que je savais même pas que j'avais. Oh là là, oh là là. Voilà. Et vous le rendez. Et puis, surtout, on le rend en bon état. Les grands-parents veillent beaucoup sur leurs petits-enfants. Autant pour les miens, j'étais un peu cool, parce que j'étais une mère, pouf, et puis ça suivait le mouvement. Autant les petits-enfants, ce sont les enfants de vos enfants. Et tous les grands-parents témoignent d'une énorme attention portée à leurs petits-enfants. Ils disent tous la même chose. Quand j'ai des petits-enfants tout petits qui sont chez moi, je dors très mal parce que je tends toujours l'oreille. Et c'est vrai. Vous allez d'une vigilance pour vos petits-enfants. Par exemple, j'ai fait 2 fois des routes en voiture avec eux, puis j'ai arrêté en me disant, si j'ai un imbécile qui me rentre dedans, si je fais un imbécile, s'il m'arrive quoi que ce soit, surtout qu'il n'arrive rien à mes petits-enfants. Maintenant, je prends le train tout le temps avec eux. Il n'y a que 5% des 80 à 84 ans qui sont en EHPAD. Et c'est pour vous dire que, évidemment, qu'il y a des grands-parents qui ne sont pas en forme physiquement. Bien sûr, je ne le nie pas. Évidemment qu'on a tous des petits ennuis de santé qui se rajoutent. Mais si vous voulez, on les banalise. Ça ne devient pas notre sujet de discussion principal. Et ça ne nous empêche absolument pas ben c'est tout, on passe au-dessus. On a mal ici, on a mal là, ben on avance quand même. Et ça vous permet de conserver d'abord des émotions très joyeuses parce que les petits-enfants sont vraiment des grandes sources de bonheur. Ça vous donne beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, mais un amour totalement généreux. J'entends encore une phrase extraordinaire de, de Phileas qui maintenant a, oh là là, il va avoir 14 ans. Quand il était petit, alors on fait des gros bisous le soir, puis il me dit, tu sais, ma meilleure, moi je suis jeune, hein. Demain, quand je vais me réveiller, ben moi je serai encore en vie. Mais toi, toi, t'as connu les dinosaures, hein. Bon, eh ben peut-être que demain matin, comme tu es très vieille, ben, tu seras peut-être morte, hein. C'est extraordinaire. C'est extra de discuter de ça avec un petit bonhomme de 4 ans. Alors je lui dis, ah ben non, écoute, moi j'ai pas connu les dinosaures, hein, je suis née quand même après. Ah bon? Mais je suis pas aussi vieille que ça. Ah bon? Alors tu vas pas mourir? Ah ben non, c'est pas prévu, pas pour l'instant. Ah, il réfléchit bien, puis il dit, et c'est prévu pour quand? Alors, c'est génial. Alors je lui dis, ben, je sais pas très bien, tu sais, je crois que personne connaît la date. Même toi, tu connais pas la date de quand tu mourras. Puis moi non plus, je la connais pas. Alors, tu vois, tout le temps qu'il nous est donné, on va en profiter pour être le plus heureux ensemble. Parce que ça reste à la vie, à s'aimer, à être aimé. Oh, ben ça, alors c'est bien. Alors, on se revoit demain matin. Ah, ben oui, on se revoit demain matin. Et toc. Et c'est extraordinaire. Vous avez des conversations fantastiques. Vous avez des moments de bonheur et vous vous alliez sur la transmission. Quand vous avez votre petit-fils qui est à l'autre bout de la France et qui dit, attends, 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 mamie, quand tu fais ta tarte, ton beurre, tu le mets un peu dur ou un peu mou? Comment tu fais ceci? Comment tu fais cela? Vous êtes en train de marcher dans les rues de Paris et vous avez un petit-fils qui vous appelle pour la recette de la pâte à tarte. Bon, c'est quand même extraordinaire. Mon mari a appris à naviguer à notre petit-fils aîné, il a appris à godiller à tous ses petits-enfants. Il y a une transmission, il leur a appris à fabriquer plein de choses, il y a une transmission qui passe. Et quand vous voyez que votre petit-fils, c'est lui qui va vous faire à manger parce qu'il sait faire ça, parce qu'il vous l'avait appris avec vous, et qu'il a appris à coudre ça, qu'il a appris ceci, qu'il a appris cela, mais c'est que du bonheur. Donc finalement, quand vous vous nourrissez d'émotions positives, eh bien, vous gagnez des années. Vous gagnez des années sur le vieillissement. Et puis, vous n'êtes pas vieux dans votre tête. Même si Juste- votre corps, tout doucement, commence un peu à lâcher, la tête ne vieillit pas. Et justement, vous avez une étude Oui. qui indique Qui ceci. indique que on peut retarder de jusqu'à 8 ans les risques. Alors, ils annoncent surtout dans l'étude qu'il y a des risques très élevés de démence, hein. C'est assez fort, hein. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Ils disent que l'un des facteurs de risque les plus importants de la démence, alors pourtant, ils disent, de nombreuses personnes porteuses de ce gène ne développent jamais de démence. Et qu'est-ce qu'ils ont examiné? Ils ont examiné que les croyances positives sur l'âge, c'est-à-dire le fait que vraiment, ben oui, j'ai 67, ben oui, maintenant j'en ai 72. Et alors? Et alors?
J'ai une croyance tout à fait positive, ça ne m'empêche absolument pas, effectivement, de monter à pied les 2 escaliers de la Tour Eiffel parce que celui de 7 ans me l'a demandé. Oh, moi, j'étais quand même sérieusement essoufflée, hein, je peux vous dire, hein. Donc, à chaque demi-palier, il me disait, mais tu sais, mais je sais que tu es vieille, alors je t'attends. Ah, ben, je dis, bah, tant mieux. Voilà. Eh bien, c'est extraordinaire, ces discussions avec ces petits-enfants. Donc, moi, j'ai des croyances positives. Et donc, ils ont prouvé que les personnes qui ont des croyances positives sur l'âge au départ sont beaucoup moins susceptibles de développer une démence. Voilà. Et c'est assez fou, hein, parce que ils ont jusqu'à 49,8% de risque en moins que celles qui ont des croyances négatives sur l'âge. Si quand vous arrivez à la retraite, vous vous dites, ah ben voilà, ben alors maintenant, ça y est, hein, je suis vieux, j'ai plus qu'à attendre la mort. Bah, écoutez, moi, je pense que 2 ans après, vous êtes plus là, hein. Ou alors que vraiment ou alors que vous êtes là, mais vous êtes plus tellement là au niveau des neurones, quoi. Hein, bien. Vous sclérosez. Les petits-enfants, c'est l'anti-sclérose et l'anti-nécrose. Ça, je vous dis, ça vous remue sérieusement, tout le temps. C'est... Et donc, cette étude montre qu'effectivement, la grand-parentalité active recule de jusqu'à 8 ans les risques de développer une démence, les risques d'Alzheimer. C'est extraordinaire. Et la grand-parentalité active, c'est une autre étude qui est faite là par David Cole que j'ai sous les yeux, donne 5 ans de vie supplémentaires aux seniors à partir du moment où ils développent une grand-parentalité active. Si d'ailleurs, chez nous, ça a été écroulé de rire quand j'ai annoncé ça et quand David Cole me l'a envoyé, parce qu'on a des grands-parents parfois qui ont 18 petits-enfants qui m'ont dit, eh ben dis donc, si c'est 18 Je vais bien vivre, je vais vivre Dieu longtemps, vient hein. éternel, Ah oui. c'était génial. J'ai dit non, 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 hein, c'est au total. Ah oui, 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 mais nous, on en a quand même 18, hein, on en a plus que 4 ou 5. À mon avis, on a plus que 5 ans, nous, hein. On en a gagné au moins 10 ans, nous, hein. Mais je suis toujours sidérée. Moi, à l'EGPIE, on est avec des grands-parents. La dernière fois, j'avais la responsable des ateliers de langage dans les écoles maternelles, hein. On a quand même une cinquantaine de bénévoles qui interviennent dans nos ateliers dans les écoles maternelles pour aider les enfants. Et qui me dit, oh là 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 là, il faut que je me sauve. Daphné est à la crèche et elle est un peu malade. C'est son arrière-petite-fille. Son arrière-petite-fille à 9 mois. Et je dis, et la grand-mère? Ben, la grand-mère, c'est ma fille, mais elle travaille encore. Eh ben, et avec l'arrière-grand-mère, il va. Et je peux vous assurer, il faudrait vraiment venir à l'EGPE, c'est assez incroyable. Moi, je suis arrivée là-bas, j'avais 66 ans, 66, 65 ans, quelque chose comme ça. C'est la toute première fois que j'ai ouvert la porte là-bas pour assister à un café actualité. Et on m'a dit, bonjour la Jeannette. J'ai dit, attendez, bonjour la Jeannette, je viens de partir à la retraite. Vous savez, c'est exactement le même effet que ça vous fait des grands de CM2 qui vont devenir les petits en collège, des petits sixièmes. Eh bien, j'étais la grande de CM2 qui avait quitté mon entreprise à 63 ans. À 65 ans, je rencontre le GPE et on me dit bonjour la Jeannette. Et je lui dis en quoi je suis là. Oh, 65 ans, tu es une petite Jeannette, hein. Nous, on en a tous 10 de plus, hein. Voilà. Eh bien, je rencontre des gens qui ont tous effectivement 70, 80. J'ai une de mes animatrices de 2 clubs lecture, le Café Actualité, qui a 92 ans. Elle a 92 ans. Eh bien, je peux vous assurer que nous avons du mal à la suivre et elle ne s'écoute pas. Je crois que c'est un grand privilège de la grand-parentalité active, c'est que finalement, ils vont arriver. Je suis persuadée que ça doit nous faire sécréter plein de dopamine, cette fameuse hormone du bonheur. J'en suis sûre. Est-ce que vous notez des différences entre les grands-parents de votre génération et des nouveaux parents, des nouveaux grands-parents qui arrivent maintenant de la génération, on va dire, 55, 60 ans, 65 ans? Est-ce que vous jugez des différences? Moi, j'ai un petit souci, c'est que les grands-parents qui arrivent maintenant, on a du mal à les capter dans le bénévolat, dans l'altruisme. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et, parce que nous, on aimerait bien en trouver les petits genoux de 63, 64 ans. On a du mal à les trouver. On a l'impression que notre société a envoyé comme message la vraie vie commence à 60 ans. Et c'est un message totalement erroné. Et moralité, on les récupère plus tard. C'est-à-dire qu'ils partent à la retraite.
Et comme ils sont remplis de messages totalement erronés, enfin, je vais avoir du temps libre, enfin, je vais pouvoir faire ce que je veux, enfin, je vais pouvoir voyager, enfin, bon, bref, enfin, on va me foutre la paix, j'irai plus au boulot. Pour ceux qui, tranquillement, je vais avoir la paix. On les récupère 2 ans après qui vous disent, qu'est-ce que je me suis fait suer pendant 2 ans? Alors oui, bah, une fois que tu as vu tes copains, une fois que tu as vu de la famille par-ci, une fois que tu as vu les petits-enfants par-là, une fois que tu étais te promener là, à quoi tu sers dans la vie? Nous sommes certainement une société, des boomers, où nous avions cette volonté d'être utile à la société. Et ça imprègne intégralement les baby boomers. On était dans, il fallait, on était la génération peut-être de un bébé, si je le veux, quand je le veux, mais on était la génération des manifs, la génération de faire changer les choses, la génération d'être utile, la génération d'influer sur la société, d'avoir une influence. Et ça, je peux vous assurer que les 60, plus de 60 de bénévoles, plus d'une soixantaine de bénévoles à l'EGPE, tout le monde est dans ce sens de je mets ma pierre quelque part, j'apporte ma pierre à l'édifice, et tant que je suis encore en vie, j'agis et je fais modifier les choses. Et ça, c'est sûr. Nous avons moins ça dans les jeunes nouveaux grands-parents qui arrivent, parce qu'ils ont été baignés dans ce côté de voilà. Mais c'est dingue hein, d'envoyer ça comme message. Et on les voit arriver une fois qu'ils ont commencé à s'embêter. Voilà. Et qui disent, bah franchement, ouais, une fois que j'avais fait ça et ça, ma petite club de randonnée, mon petit truc de ceci, bon, le nombrilisme, ça va, là, on commence à se faire suer. Hein. Donc on les voit arriver, et ils ont effectivement à ce moment-là 66, 67 ans. Et ils arrivent en disant, bon, j'ai encore de la vie en bonne santé devant moi, ce qui n'était pas tellement le cas de nos propres parents. Hein. On n'avait pas cette espérance. L'espérance de vie en bonne forme s'est allongée plus que l'espérance de vie au total. Donc, ils se rendent compte qu'ils sont encore en forme et finalement, pourquoi s'occuper que d'eux-mêmes? Alors, ils investissent la grand-parentalité et ceux qui, justement, ne peuvent pas investir la grand-parentalité parce qu'il y a de moins en moins de naissances. Hein, l'INSEE l'a publié, c'est ce que nous on appelle ces petits-enfants qui ne naîtront pas. On a ces grands-parents qui se sentent presque désœuvrés en disant mais mince, j'ai 20 ans, 30 ans devant moi, j'ai pas de petits-enfants, qu'est-ce que je vais en faire quoi? Mais en règle générale, euh, les grands-parents qui arrivent à la retraite sont heureux d'investir la grand-parentalité parce qu'ils sont en meilleure forme que nos propres parents ne l'étaient. Donc, ils sont heureux de les garder, d'y aller, de les prendre, ils investissent la grand-parentalité, c'est quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous appellent, parce que des fois, ils investissent un peu de travers. Hein, on a 94%, l'IFOP le sortait bien, ils adorent investir la grand-parentalité quand les enfants sont petits, les petits-enfants sont petits. Ce qui est vrai, puisqu'à partir de 11 ans, 12 ans, bon, pourquoi est-ce que j'aurais papy et mamie n'ont pas besoin de venir me chercher à la sortie de l'école, ça va, je suis assez grand pour rentrer seul au collège, hein, bon, c'est bon. Puis les vacances avec papy et mamie, ouais, ça commence à bien faire. Bon. Voilà, donc les grands-parents vont investir quand même la période dorée de ce moment-là. Ils l'investissent, ils sont heureux de l'investir, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en forme. Quand j'ai témoigné de ça une fois, c'était sur quoi? Ça devait être sur Télématin. Eh bien, j'ai eu des arrière-grands-parents qui m'ont écrit en me disant bravo de nous avoir dit ça. Figurez-vous que nous sommes arrière-grands-parents et après avoir accompagné nos petites filles, nous sommes actuellement arrière-grands-parents de 2 petites filles qui ont 3 ans et 5 ans et c'est nous qui allons les chercher à la sortie de l'école. Donc, cette espérance de vie en bonne santé, il y en a quand même certains qui vraiment, quand ils sont en bonne santé, font en sorte que ça profite aux familles. Et c'est pour ça que nous faire passer pour des égoïstes, on oublie que moi je dis toujours que les grands-parents ne sont pas tout à fait des seniors comme les autres. Quand il y a eu l'histoire du Covid, nous on a été consternés par nos enfants qui devaient et bosser et garder les enfants. Ça s'était jamais passé. D'habitude, quand ils bossaient, qu'ils étaient débordés, c'est nous qui gardions les petits. Et on a été consternés. Et moi, dès qu'on a été déconfinés, notre fils m'a dit, maman, j'ai besoin de toi. À l'école, la crèche, c'était d'accord avec la crèche à l'époque. La crèche ne reprend qu'un jour sur deux, qu'une semaine sur deux.
Et j'ai immédiatement, avec un masque, mais j'ai immédiatement gardé mon petit-fils. Ma nièce, pareillement, m'a dit, mais moi je peux pas, je m'en sors pas, j'en avais deux, j'en avais trois que je gardais et que j'emmenais au square, au truc. Et quand j'étais au square, j'avais des jeunes papas qui me venaient me voir et qui me disaient, vous êtes la grand-mère, vous? Oui. Eh bien, vos enfants ont la chance de vous avoir. Moi, j'ai plus ma mère. Eh ben, je vous assure qu'en ce moment, c'est difficile. Moi, j'assure de telle heure à telle heure, ma femme prend le relais, et après, il y en a un qui dort, et après, il y en a un qui bosse. Et bien, on a du mal à s'en sortir. Eh ben, ceux qui ont les grands-parents, ils ont du pot. Et c'est vrai. On est continuellement, la première chose à laquelle on pense, c'est nos familles, nos familles, nos familles. J'ai actuellement des grands-parents extraordinaires qui sont des amis fantastiques, qui étaient dans les petits-enfants, mais également une autre vie, le bridge, le truc, tout ça, enfin, vous voyez, tout le loisir et tout ça. Gros, gros, gros problème de santé énorme sur leur petite fille qui a 7 ans. Eh bien, ils passent leur, vraiment, 3 semaines par mois, pendant que la petite est suivie dans un centre d'oncologie, à côté de leurs enfants et du petit dernier, parce qu'il faut garder le petit frère, qui ne comprend pas très bien pourquoi il n'y a plus les grandes sœurs et pourquoi les parents sont sans arrêt en aller-retour à l'hôpital. Ben, ils assurent, et les grands-parents sont là, et ils tiennent. Les grands-parents, franchement, à chaque fois, mais vous l'entendez dans toutes les catégories socioprofessionnelles, à chaque fois qu'on va faire appel, on a besoin. Et s'ils savent garder leur place et venir quand on a besoin d'eux, c'est un support extraordinaire. Et ça nous nourrit autant que ça apporte à nos enfants. Super, merci. Merci Régine Florin, je C'est rappelle tout, que vous êtes hein? la présidente de l'École des grands-parents européens. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.